Cette fois, il est temps de commencer, comme ça on aura du temps aussi pour discuter du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous les participants de ce troisième panel sur l'acceptabilité sociale et les véhicules autonomes. Ce troisième panel du forum Regard croisé sur les navettes autonomes, qui est organisé donc par Propulsion, en partenariat avec le LIUM, le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, et puis les partenaires qui collaborent également à ce forum, IVEO et Jalon. Je suis Antoine Samba, je suis de Jalon, justement, Jalon, qui est un OBNL qui aide à provoquer et accompagner l'innovation, les changements de pratiques pour rendre une mobilité plus durable. Et j'ai le plaisir d'animer ce panel. Alors, nous allons accueillir deux conférencières pour participer à ce panel. Tout d'abord, Marie-Soleil Cloutier, qui vient de mettre sa caméra, c'est parfait, et Sarah également. Donc, Marie-Soleil, qui est professeure agrégée à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Tu diriges le laboratoire piéton et espace urbain, et puis tu co-diriges depuis peu le laboratoire financé par la Fondation canadienne pour l'innovation sur la ville intelligente piétonne. Et puis, Sarah, merci de nous rejoindre également. Sarah Doyon, qui est directrice de Trajectoire Québec. Donc, Trajectoire Québec, c'est une association de défense des droits usagers des transports collectifs au Québec. Et puis, Sarah, tu t'appuies aussi sur une forte expérience dans l'univers politique, que ce soit au palier provincial et au palier fédéral. Merci à toutes les deux de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'acceptabilité sociale au niveau des véhicules et notamment des navettes autonomes, parce que vous avez toutes les deux mené des études sur le sujet, des études de perception de la population vis-à-vis des navettes autonomes. Alors, Trajectoire, c'est plutôt intéressé aux citoyens québécois au sens large, qu'ils connaissent, qu'ils aient fréquenté ou pas, et généralement plutôt pas, des navettes autonomes. Et puis l'NRS c'est plutôt s'intéresser aux utilisateurs des navettes autonomes ou aux usagers de la route autour des navettes autonomes lors des expérimentations dont on a pu parler ce matin. Donc, on va commencer ce panel par deux courtes présentations des principaux résultats de ces deux études. Et on va voir qu'elles sont très complémentaires. Et puis après, on va attaquer la discussion tous ensemble. D'ailleurs, c'est un panel qu'on veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, c'est très simple, il faut utiliser la fonction Q&A en anglais en bas de votre écran. Alors, ce n'est pas le chat, c'est bien le Q&A. Vous tapez votre question et je me chargerai de relayer la question à Sarah ou Marie-Soleil, ou elles les liront directement. Mais en tout cas, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Et je vous propose de commencer. Donc, on va commencer par la présentation de Trajectoire et de Sarah. Sarah, je te confie la parole. Donc, merci beaucoup, Antoine. D'abord, je vais remercier aussi Propulsion Québec pour l'opportunité de présenter les résultats de notre sondage. On est très content de pouvoir participer au forum. Donc, Antoine l'a dit, au courant de la dernière année et demie, à peu près, Trajectoire Québec, on a mené une campagne qui s'appelait Autonome vers mon transport, qui est une campagne de sensibilisation à l'intégration des véhicules autonomes collectifs au cocktail transport. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mené un sondage pour connaître les perceptions des citoyens envers les véhicules autonomes collectifs. Donc, essentiellement, notre sondage, prochaine diapo peut-être, ça s'est réalisé au cours de l'automne 2019 en ligne. On a eu plus de 400 réponses, 402 Québécois âgés de 18 ans et plus qui ont répondu à notre sondage. Et là, je vais vous présenter un peu le profil des répondants que vous pourrez garder en tête là, tout au long de la présentation. Comme ça nous donne quand même des indications là, sur le niveau de connaissance, sur les perceptions, sur la propension à l'utilisation des navettes autonomes. On a 58 de nos répondants qui proviennent de la région de Montréal, suivis en deuxième par la région de la Montérégie avec 12 des répondants. 58
mon Dieu, je ne vois plus la présentation. 58% des répondants sont des femmes, 38% des hommes, le 4% c'est des gens qui n'ont pas voulu répondre à cette question. 42% des répondants qui ont entre 18 et 34 ans, 38% entre 35 et 50 ans, donc on a un bassin de répondants qui est relativement jeune. Et on a beaucoup d'usagers du transport collectif, 69% qui sont des usagers réguliers, 24% qui sont des usagers occasionnels. Donc là, évidemment, on comprend que le bassin de Trajectoire Québec, ça intéresse surtout des gens qui s'intéressent au transport collectif, là, ce qui peut expliquer pourquoi on a un si fort pourcentage d'usagers parmi nos répondants. Par contre, malgré le fait qu'on ait des répondants qui utilisent les transports collectifs, il y a 90% de ceux-ci qui n'ont jamais fait l'essai d'une navette autonome. Donc, le niveau de connaissance est un peu inférieur. Justement, on s'est intéressé aux connaissances que les répondants avaient par rapport aux navettes autonomes et malgré le fait que les répondants viennent principalement de la région de Montréal et de la région de la Montérégie, là où il y a eu les 2 projets pilotes au Québec, 70% des répondants étaient au courant d'aucun des 2 projets pilotes. Donc, on peut conclure qu'il manque peut-être un peu d'informations au grand public autour de ces projets-là. Et on a constaté que le niveau de connaissance des navettes autonomes était plutôt faible, surtout dans les questions ouvertes à notre sondage, quand on a constaté une méconnaissance des contraintes, notamment par rapport à la vitesse de déplacement des navettes ou à leur efficacité, là, qui est surtout sur des courtes distances. C'est dans ces réponses-là, on a vu que certaines personnes pouvaient penser que les navettes autonomes pourraient remplacer un service de transport collectif traditionnel là, par autobus. Donc là, on n'est pas tout à fait là pour l'instant, en tout cas pas pour les projets pilotes. Par contre, malgré le fait que le niveau de connaissance est assez faible, on s'est intéressé aux perceptions que les gens ont des navettes autonomes et la perception est assez favorable. En fait, on a 50% des répondants qui se sont dit plutôt confortables ou très confortables face à l'autonomisation des véhicules et un 25% qui s'est dit neutre. Donc, on a quand même un faible pourcentage des gens qui sont inconfortables par rapport à ça. Mais chez les gens inconfortables, on a constaté que les personnes plus âgées sont plus nombreuses à se qualifier de très inconfortables par rapport à l'autonomisation des véhicules. On était content de constater, par contre, que 60% des répondants considèrent que les navettes autonomes peuvent venir répondre à un besoin de mobilité. Donc, il y a quand même un intérêt, puis les gens pensent que ça sert à quelque chose, que ce n'est pas juste une patente à la mode. Donc, ça peut répondre à un besoin. À quel besoin ça peut venir répondre, c'est ça qui est intéressant, en fait. Puis, c'est là qu'on a des réponses, en fait, qui semblent vouloir indiquer que les gens, sans nécessairement connaître le concept du premier et dernier kilomètre, le comprennent. Donc, ils considèrent que les navettes autonomes peuvent venir favoriser l'accès au réseau de bus et de métro à 63%. C'est une question où on permettait d'avoir plus d'une réponse et un des avantages, l'avantage en fait qui revenait en premier, c'était le fait que c'est un mode de transport non polluant d'ailleurs. Au niveau des obstacles, par contre, ce qui est revenu avec une plus forte proportion, c'est la fiabilité de la technologie, la cybersécurité et les coûts d'exploitation qui sont très élevés. Ça nous a étonné un peu parce qu'on a entendu dans les médias surtout les questions relatives à la sécurité des usagers de la route, la cohabitation avec les autres véhicules. Puis pourtant, parmi nos répondants, en fait, la sécurité des passagers à bord, c'est une préoccupation pour 28% d'entre eux, ce qui est inférieur à la sécurité des autres usagers de la route qui ne sont pas des automobilistes, donc les piétons et les cyclistes qui sont à l'extérieur de la navette, qui, elle, venait à 42%, donc quand même dans des pourcentages inférieurs aux enjeux liés à la technologie. Finalement, on a seulement 14% des gens qui nous ont dit que les entraves à la circulation des voitures étaient vues comme un obstacle, probablement parce que nos répondants sont principalement des usagers du transport collectif, donc ceci explique peut-être cela. Mais ce n'était pas un obstacle qui était vu comme très important parmi nos répondants. Ensuite, on s'est intéressé à la propension à l'utilisation. Donc, puisque les gens considèrent que ça peut répondre à un besoin de mobilité, est-ce qu'ils seraient intéressés à l'utiliser? Et 86% des répondants affirment qu'ils utiliseraient un service de navette autonome collective s'il y avait un circuit qui était développé sur un parcours qu'ils fréquentent, là, sur des déplacements qu'ils ont besoin de faire. Donc, c'est super encourageant, c'est un très haut pourcentage. Par contre, parmi ceux qui ne l'utiliseraient pas, on a beaucoup de cyclistes qui nous ont dit que leur vélo reste le moyen de déplacement le plus efficace. Sinon, les autres évoquaient plutôt des questions liées là, à la technologie et à la fiabilité, vu que c'est quelque
chose qui est encore récent et en mode test. Évidemment, bien, pour ceux qui sont intéressés à l'utiliser, on voulait savoir en remplacement de quel déplacement. Et là, peut-être que le faible niveau de connaissance vient jouer un peu sur cette réponse-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui remplaceraient un trajet déjà effectué en transport collectif, d'autres un trajet effectué en voiture et d'autres un trajet à pied. Donc, c'est surtout les questions à la réponse ouverte qui étaient très intéressantes. Donc, pour les remplacements des déplacements en transport actif, il y en a plusieurs qui nous ont mentionné qu'ils utiliseraient le service de navette seulement lors des intempéries, mais qui continueraient à marcher ou à utiliser leur vélo quand il fait beau. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont plutôt dit qu'ils utiliseraient le service de navette autonome en complément de leurs autres modes de déplacement plutôt qu'en remplacement. C'est peut-être effectivement la bonne façon de le voir là, dans l'état actuel des choses. Donc, voilà. Puis, ben, finalement, à la lumière de ces résultats-là, ce qu'on comprend, c'est que le niveau de connaissance est assez faible, mais que malgré ça, les gens sont confiants et enclins à utiliser les services qui seraient développés. Mais pour nous, il y a une question qui demeure, c'est est-ce que la technologie sera au rendez-vous pour être capable d'offrir vraiment un service qui répond aux besoins des usagers? Parce que la clé pour qu'ils l'utilisent, c'est vraiment que ça réponde à un besoin de mobilité. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci Sarah. C'est pas facile de résumer en si peu de mots l'étude, mais c'est déjà une très bonne première approche, ou en tout cas une très bonne première synthèse. Et je m'adresse aux participants. N'hésitez pas à commencer à écrire vos questions. Je suis sûr que vous en avez déjà des premières. Et puis, je vais passer la parole cette fois à Marie-Soleil pour présenter l'étude portée par l'INRS. Oui, merci Antoine. Ça me fait vraiment plaisir en fait d'être ici aujourd'hui virtuellement avec vous pour vous présenter des choses qui, vous allez voir, sont très complémentaires avec ce que Sarah vient de nous présenter sur leur sondage qu'ils ont fait à l'échelle du Québec. Moi, je vais vous présenter les résultats préliminaires d'un projet de recherche qu'on fait avec de nombreux partenaires qui avaient pour objectif d'évaluer différents volets des projets pilotes, du projet pilote de la navette autonome à Candiac, à laquelle on a ajouté en fait celle de Montréal, que j'ai appelée la navette Maisonneuve, là, parce qu'elle était près du marché Maisonneuve. Le contexte du projet, comme je viens de vous le dire, attendez une seconde, excuse-moi Antoine. C'était une collaboration multi-acteurs en fait pour la Société d'assurance auto, Transport Québec, la Fondation du CA, l'INRS où je suis moi-même chercheur et Polytechnique Montréal avec mon collègue Nicolas Saunier. Je crois que j'ai vu dans les conférenciers d'ailleurs certains de nos étudiants. Alors merci d'être là aujourd'hui aussi pour regarder ce que ça donne, tout ce que vous nous avez aidé à collecter comme données. Et les objectifs de ce projet-là, comme je le disais, étaient multiples. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le volet acceptabilité sociale de deux façons. L'expérience des utilisateurs, parce qu'on a parlé à des utilisateurs à l'intérieur de la navette à Maisonneuve, et aussi la perception des riverains, c'est-à-dire qu'on a interrogé des gens sur la rue à Candiac et à Montréal sur leur perception et leurs interactions avec les dites navettes. Un troisième volet qui est sur l'observation des conflits de trafic et des questions de sécurité routière. Je n'aurai pas le temps, évidemment, aujourd'hui, et puis ce n'est pas le propos de ce panel-là, mais stay tuned, comme on dit, pour le rapport de ce projet dans les prochains mois. C'était un projet multi-collecte. Donc, d'un côté, on faisait de l'enregistrement vidéo, notamment pour les interactions et les conflits de trafic. Donc, avec des pôles télescopiques et des caméras. C'est le volet que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Et on avait 3 autres volets de collecte. Un qui était des questionnaires dans la navette. Donc, nos étudiantes et étudiants se sont assis dans la navette toute la journée pour parler aux gens qui la prenaient. On a eu des questionnaires aussi. Par ailleurs, ce volet-là a été uniquement fait à Maisonneuve. En fait, on est allé aussi s'asseoir dans la navette à Candiac, mais il n'y a pas eu d'usagers. Il y a eu plusieurs pépins techniques là, avec la navette de Candiac qui nous ont empêchés en fait de faire de la collecte. Et puis, ensuite, l'hiver est arrivé, évidemment, donc la navette n'a pas roulé. Ensuite, on a fait des questionnaires sur la rue à Maisonneuve et à Candiac et on a fait des groupes de discussion. Ça a été un peu écourté cette partie-là de collecte en raison de la COVID, mais on a réussi quand même à faire 2 groupes de discussion avec des gens, un à Candiac et un à Montréal, en fait, pour discuter plus longuement de ce qu'on avait trouvé dans les questionnaires. Prochaine diapo.
Donc, tout d'abord, les riverains et la navette, peut-être contrairement à Sarah, notamment parce qu'on était sur le chemin de la navette, c'est 2 tiers des gens, à la fois à Maisonneuve et à Candiac, qui nous ont dit qu'ils avaient connaissance du projet de navette. Le tiers l'avait déjà vu sur la rue, un autre presque tiers l'avait vu dans les médias. Des fois, c'était une combinaison un peu de tout ça. Donc, une assez forte proportion des gens qui avaient entendu parler du projet, au minimum. Par ailleurs, pas tant de gens que ça avaient été directement en interaction avec les navettes. C'est à peu près le quart à Maisonneuve et 40% à Candiac. Les gens de Maisonneuve qui avaient été en interaction avec la navette, c'était aussi potentiellement plus des gens qui étaient à pied ou à vélo, nous ont dit qu'ils n'avaient pas changé leur comportement quand c'était arrivé, cette interaction-là. C'est-à-dire qu'ils avaient vu la navette, qu'ils avaient traversé devant comme si de rien n'était. Par ailleurs, à Candiac, où c'était plus des automobilistes qui avaient été en contact avec la navette, c'est 20% de ces répondants-là qui nous ont dit qu'ils avaient changé leur comportement, soit qu'ils avaient ralenti, soit qu'ils avaient dépassé la navette parce qu'elle allait lentement, là, Sarah en a parlé tout à l'heure, ou soit aussi pour s'assurer d'un contact visuel avec l'opérateur. Puis ça, je vais y revenir tout à l'heure parce que ça démontre peut-être une méconnaissance de comment fonctionne ultimement la navette, d'un point de vue de sécurité du monde. Quand on regarde aussi leur opinion, en fait, sur l'effet que pourrait avoir la présence de ces navettes-là sur notre réseau routier, en même temps que le reste des usagers, de façon générale, les répondants sont sont en grand nombre, pensent en grand nombre qu'il y a peu d'effets négatifs sur la sécurité des usagers, que ce soit ici, on voit les piétons, les cyclistes et les automobilistes, on le demandait séparément. Et bon, les barres bleues, c'est à Maisonneuve et les barres oranges, c'est à Candiac. Donc, vous voyez, c'est que c'est à peu près pareil partout. On a quand même un fort taux de pas d'opinion. À Candiac, c'est un petit peu plus que 20% de gens qui ne savaient pas finalement quel effet ça aurait. Parce qu'on leur demandait est-ce que ça aggraverait la situation, ça n'aurait pas d'effet ou ça l'améliorerait. 20% des gens qui ne savaient pas finalement qu'est-ce que ça ferait. Mais quand même, le tiers des gens dans les deux endroits qui nous ont dit qu'ils ne pensaient pas que ça allait faire d'effet qu'il y ait des navettes ou pas, l'ajout de navettes sur notre réseau routier. Il y a quand même, encore une fois, une bonne proportion, entre 34 et 45% là, selon la ville et selon le type d'usager, qui estiment que la navette améliorerait la sécurité routière. C'est quand même un des éléments qui est mis de l'avant pour avoir ce type de navette et les véhicules autonomes de façon générale. Et très peu, en fait, on dit que ça aggraverait la situation. Le plus élevé, c'était surtout pour les cyclistes et surtout à Maisonneuve, on avait 15% des gens qui nous ont dit qu'ils pensaient que ça aggraverait la situation des cyclistes d'un point de vue de sécurité. La prochaine diapo. Pour ce qui est de l'expérience des usagers, évidemment, c'est un contexte de projet pilote. Il y avait quand même beaucoup de curiosité. Là. C'est 69% des répondants à Maisonneuve qui nous ont dit qu'ils l'avaient pris par curiosité. Parfois, un peu par commodité, il pleuvait ou il faisait trop chaud et elle était climatisée pour faire une courte distance qu'ils auraient faite autrement, potentiellement à pied. Parce que quand on regardait les lieux d'origine et de destination des gens qui étaient dans la navette, soit qui provenaient de la maison, soit qui s'en retournaient vers la maison. Et le deuxième plus important, c'était des lieux de promenade ou de loisirs, incluant le marché Maisonneuve, le stade olympique ou d'autres parcs à proximité du trajet. Donc, c'était en remplacement finalement de la marche ou de l'autobus conventionnel en transport collectif qui l'ont pris. Évidemment, cet effet de curiosité-là, dans le temps, on espère qu'il se transforme pour une autre raison de prendre la navette. Prochaine diapo. Finalement, quand on leur demandait leur satisfaction, en fait, on les a sondés sur 8 éléments spécifiques qui ressortaient de notre revue des écrits internationaux. Certains, d'ailleurs, qui sont les mêmes que Sarah nous parlait tout à l'heure. Donc, en vert, ici, vous voyez la proportion des gens qui avaient un sentiment de sécurité, une satisfaction positive. En bleu, moyennement satisfait, puis en rouge, insatisfait. Donc, de façon générale, vous le voyez, les barres vertes sont quand même très importantes. Les passagers étaient très satisfaits de leur expérience. On avait d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on avait tous les âges ou à peu près, pas tant que ça de personnes âgées, mais plus de gens retraités. Fait que des fois, c'était des jeunes retraités aussi. Et au final, il y a 3 points d'insatisfaction qui ressortent. Hein. L'horaire du service. Et là, je vous rappelle que c'est qu'à Maisonneuve qu'on a pu parler à des gens dans la navette. Et à Maisonneuve, entre autres, l'application a eu quelques pépins techniques et certains nous l'ont dit. En fait, finalement, c'était pas fiable comme service ou c'était pas assez fréquent pour moi. Puis ensuite, les 2 autres points sont assez reliés. Là, la vitesse de la navette. Donc, je pense que
les gens sous-estiment à quel point ça va pas si vite que ça. Il y a aussi de nombreux arrêts en raison des senseurs. Donc, la vitesse, certaines nous ont dit, finalement, ça aurait été plus vite à pied. Bon, il avait pris par curiosité, peut-être qu'il ne le reprendrait pas nécessairement. Et ça va évidemment avec la durée du trajet. Les gens trouvaient que le trajet avait été quand même relativement long, mais ça va évidemment avec la vitesse. Et pour conclure, au final, 3 constats sur l'acceptabilité par rapport à ce projet-là, c'est que finalement, les riverains semblent plutôt bien cohabiter avec la navette, sauf que plusieurs dans les conversations plus qualitatives sur le côté, puis même dans les groupes de discussion, nous ont dit qu'ils voulaient s'assurer d'être vus par l'opérateur. Pour eux, c'était quand même relativement important qu'il y ait un opérateur dans la navette, quand on sait qu'évidemment, l'opérateur peut reprendre le contrôle manuel de ces navettes-là, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas l'opérateur qui les voit, ça soit les senseurs de la navette. Fait qu'il y a une petite mécompréhension de comment ça fonctionne, évidemment, qui est potentiellement normal à ce stade-ci. Pour ce qui est du sentiment de sécurité, à la fois à l'intérieur et en dehors de la navette, il était quand même généralement élevé. Mais par ailleurs, dans d'autres questions qu'on a posées aux gens, les interactions avec les autres usagers, un peu à l'image de ce que Trajectoire aussi a trouvé, c'est un défi important à relever pour les opérateurs selon les répondants, à la fois sur la rue et dans la navette. C'est important pour eux, mais ils ne se sentaient pas nécessairement en danger. Ils se sentaient en sécurité, mais ça demeure une des priorités pour eux, pour ceux qui exploiteraient ces navettes-là. Et finalement, les passagers étaient, comme je le disais, surtout là par curiosité. Donc, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'ils vont être au rendez-vous, finalement, sur une base quotidienne? Et visiblement, dans les groupes de discussion, c'est ce qui est apparu aussi, c'est qu'il va falloir que les navettes puissent les desservir dans cette fameuse histoire de dernier kilomètre, d'avoir une destination et une origine qui est dans leur trajet habituel, si on veut qu'ils les utilisent pour autre chose que de la curiosité. Merci beaucoup. Merci Marie-Soleil, merci pour cette présentation. Je vous propose d'attaquer maintenant la discussion. Il y a déjà plein de questions qui me viennent en tête. Si les participants ont des questions, de nouveau, vous pouvez utiliser le Q&A, la fonction en bas de votre écran. Peut-être une première question, on va se mettre en grand, comme ça on se verra mieux. Stop, voilà. Peut-être une première question sur les aspects de sécurité, parce que c'est revenu dans vos 2 présentations. J'ai l'impression qu'il y a un plutôt bon sentiment de sécurité de la part des cibles, peut-être aussi une certaine tolérance parce qu'on est dans le cadre d'un projet pilote, une nouvelle technologie, donc on accepte certaines erreurs, certaines adaptations au départ. En revanche, vous avez toutes les 2 parlé de la problématique de cohabitation du véhicule avec son environnement, que ce soit les cyclistes, que ce soit les autres voitures, etc. Est-ce que c'est l'enjeu de sécurité principal qui ressort de vos études? Peut-être Marie-Soleil pour commencer? Oui, en fait, à la fois chez les riverains, que je les appelle, les gens qui nous ont répondu sur la rue, et les gens dans la navette, c'est comme si, c'est un classique de psychologie sociale, c'est que assis dans la navette, il faut penser qu'on est en sécurité, sinon on ne la prendrait pas. Donc, le sentiment de sécurité était très élevé, mais quand on leur demande, pour qu'il y en ait plus sur nos réseaux, qu'est-ce que vous pensez que ça prend en priorité? C'était toujours la sécurité, mais avec les usagers à l'extérieur de la navette, assurément. Et pour ce qui est des anecdotes de terrain, disons, là, en effet, les incidents les plus fréquents qui sont arrivés de la part de mes étudiants qui étaient assis dans la navette, c'était souvent avec les cyclistes qui essayaient peut-être de passer entre la navette et le trottoir, par exemple. Et puis, ça correspond souvent à aussi une mécompréhension de comment la navette fonctionne, parce que finalement, il y a des senseurs de tous les côtés. Donc, aussitôt que, je pense que je me mets dans la tête du cycliste qui dit « Mais oui, mais je peux passer, moi, habituellement, entre une voiture et le trottoir. » Mais au final, ce que ça fait, c'est que la navette, elle arrête. Puis là, il se retrouve coincé entre la navette et le trottoir. Et puis, il y a eu quelques incidents comme ça, vraiment anecdotiques par ailleurs, là, et qui reflètent peut-être un peu plus cette idée de on ne sait pas trop comment ça fonctionne, puis on ne sait pas trop comment
jouer autour. Par ailleurs, dans l'autre volet, mais je ne veux pas trop en parler aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais dans l'autre volet sur les interactions, on a trouvé très peu d'interactions problématiques au final aussi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça demeure dans un contexte de projet pilote. Par ailleurs, c'est quand même une des premières fois dans le monde, je pense que c'est vrai ce que je suis en train de dire, où on avait vraiment des navettes dans la rue avec des voitures qui pouvaient ne pas savoir qu'il allait avoir une navette. Tu sais, c'était pas sur un circuit fermé. Vous savez, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup des participants qui connaissent un peu la littérature sur les navettes autonomes, mais ultimement, les navettes comme ça, c'est sur un campus universitaire, dans un petit circuit fermé. Tu sais, c'est rarement sur la rue pour qu'on les teste. Donc, c'est vraiment super les 2 projets pilotes qu'on a eus ici au Québec pour ça, pour tester ça. Mais assurément, dans le sentiment de sécurité, les gens, même étonnamment, en fait, nous, on pensait que ça serait pire que ça, entre guillemets. On pensait que les gens seraient plus insécures, puis que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la navette, ça se passait plutôt bien, en fait. D'accord, merci. Sarah, de ton côté, c'est un sentiment de sécurité peut-être plus projeté parce qu'ils n'utilisaient pas ou ils Effectivement, n'expérimentaient pas. de notre côté, la plupart des gens n'avaient jamais testé une navette, là, 90% qui n'avaient jamais été dans une navette. Donc, le sentiment de sécurité, c'est vraiment un feeling comme ça à tâtons en répondant à un questionnaire. Par contre, effectivement, ce qui est ressorti, c'est que les gens sont plutôt préoccupés par les autres usagers de la route, les usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes autour de la navette. On ne voudrait pas qu'il y ait une collision. J'ai l'impression que les automobilistes, on les imagine plus en sécurité. Eux aussi sont dans une boîte en métal, sont protégés. Par contre, on a constaté, et ça c'est des chiffres qu'on a obtenus d'ailleurs avec Jalon, nos études étaient complémentaires sur le sentiment de sécurité, c'est que l'opérateur à bord vient rassurer les usagers. Donc, le fait qu'il y ait encore quelqu'un qui peut reprendre le contrôle de la navette, ça vient rassurer les gens. Par contre, ce qu'on a obtenu des chiffres, c'est que plus du tiers des usagers auraient aucun problème à ce qu'il n'y ait pas d'opérateur à bord, mais ils ont des questionnements sur comment on va gérer une situation d'urgence, par exemple un malaise à l'intérieur de la navette. Donc, on a plus peur d'anecdotes qui peuvent se produire un peu n'importe où, mais qui se produiraient dans la navette, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qu'il se passe quelque chose avec la navette elle-même. Donc, la présence d'un opérateur est rassurante en ce sens-là. Puis, vraiment, le sentiment de sécurité semble assez élevé, là, mais j'imagine que, comme Marie-Soleil l'a dit, à partir du moment où on est prêt à embarquer dedans, c'est qu'on fait confiance un peu à la navette. Oui, l'opérateur, c'est intéressant parce que Marie-Soleil en parlait tout à l'heure. Il y a ce besoin de contact visuel entre les voitures, les cyclistes à l'extérieur avec l'opérateur. On s'est bien repéré. Ça semble être important, Marie-Soleil? En fait, c'est ça, j'allais rebondir là-dessus parce que nous, on se l'est fait dire par les automobilistes qui avaient été en contact avec la navette sur la rue, spontanément nous dire, mais je me suis assurée que l'opérateur me voit, là, tu sais, puis après ça, j'étais correcte pour mon dépassement, tu sais, quand en fait, bon, oui, mais non, tu sais. Mais l'opérateur, il y a quand même beaucoup de gens qui nous en ont parlé aussi comme étant, ça c'était un petit peu, pas en contradiction, mais un peu différent de ce que Sarah disait par rapport aux gens qui seraient prêts à la prendre sans opérateur. Ça n'a pas été très populaire auprès des riverains puis même des usagers, mais l'opérateur avait un rôle un peu presque de guide touristique aussi jusqu'à un certain point. C'est lui qui, pour avoir parlé aussi informellement avec les opérateurs en étant dans la navette toute la journée, les opérateurs expliquaient c'était quoi un peu, avaient l'info sur la techno, étaient capables de dire aux gens où débarquer. Donc, il y avait un rôle plus que juste arrêter en cas d'urgence. Il y avait un rôle d'accompagnateur, même un peu différent d'un chauffeur de bus normal, entre guillemets. Là. Donc ça, c'est une piste intéressante par ailleurs que nous, on aurait aimé creuser un peu plus en parlant aux opérateurs, mais là, finalement, les navettes ont été remisées. Ça sera pour la prochaine fois, mais il y a un rôle là qui est contrôle peut-être en effet à l'intérieur de la navette, mais oui, rassuré pour la sécurité, mais les gens nous en ont beaucoup plus dit en disant il était super sympathique, il m'a dit où débarquer, surtout quand c'était un peu plus touristique, là, le tour. C'est un rôle qui n'est pas prévu, en tout cas, pour cet opérateur-là, puis qui a finalement eu peut-être par défaut, hein, disons ça comme ça. Mais là, je réfléchis là, en même temps que je t'écoute, Marie-Soleil, mais si les gens l'utilisent surtout par curiosité, c'est sûr qu'ils ont peut-être plus d'interaction avec leur opérateur à partir du moment où on développe un trajet là, fréquent puis que les gens le prennent tous les jours pour se rendre à une station de métro, par exemple. Pas sûr qu'ils vont demander à tous les jours à leur opérateur
au débarquer, Exactement. puis tu sais, comment ça va. Là. Et Il y a peut-être une évolution des usages qui se fera si on développe des services. tout à fait. Puis j'ai l'impression que selon le type de trajet, disons, mettons on veut faire du développement de ce genre de court trajet, qu'on en a qui passent d'un milieu résidentiel par exemple, une station de transport collectif, là, parce qu'à Candiac, c'était presque ça. Hein, elle terminait au stationnement incitatif pour les bus qui viennent à Montréal. Elle n'allait pas nécessairement jusque dans des quartiers résidentiels où on aurait peut-être voulu attraper des gens pour qu'ils prennent la petite navette pour aller à Montréal, par exemple, versus le trajet de Montréal qui était quand même entre deux, disons, jalons qui peuvent être touristiques et locaux, le marché puis le stade. Je pense que ce genre de trajet-là pourrait avoir un différent type d'opérateur qu'un trajet qui serait vraiment au quotidien, comme disons, qui ferait partie d'une combinaison de modes de transport collectifs dans un navettage domicile-travail, par exemple. Assurément. Justement, puisqu'on parle de l'opérateur, j'ai peut-être deux questions. D'ailleurs, ça commence à apparaître dans les questions des participants. La première, c'est est-ce que, d'après vous, il faudrait imaginer dans un futur proche un test où on se passerait d'opérateur justement pour voir quelle est son importance dans le biais de perception sécuritaire du véhicule? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut tester avec un contrôleur à distance du véhicule? Bon, il y a des questions de réglementation derrière, mais dans la théorie, est-ce qu'il faudrait faire ça? Et puis ma deuxième question, c'est ce rôle de l'opérateur au-delà du fonctionnement opérationnel du véhicule, est-ce qu'il est nécessaire dans ce rôle d'accompagnateur, l'agent qui, finalement, le conducteur devient un agent d'accueil, de renseignement, donc on parlait des trajets, et puis ça devient peut-être intéressant aussi quand on est sur des cibles peut-être de personnes à mobilité réduite qui ont besoin peut-être d'un peu plus d'accompagnement. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est encore nécessaire, là, on est là les deux en même temps, excusez, qui est encore nécessaire justement parce que le niveau de connaissance est faible, les gens ont des questions, puis si on veut continuer l'éducation populaire puis que démocratiser ça un peu, l'opérateur a un grand rôle à jouer. Effectivement, je serais curieuse de voir si on mettait un service en personne à bord, si des gens embarqueraient, mais les gens ont besoin d'être rassurés juste pour « Ah, c'est bien ici qu'on embarque, oui, je peux y aller, j'ai pas besoin de payer. » Ils ont plein de questions qui n'ont rien à voir avec la technologie ou la sécurité, mais vraiment dans le comment je l'utilise. Donc, j'imagine qu'on a encore besoin pour quelques projets encore d'un opérateur à bord, juste pour rassurer les gens puis qui osent se permettre de rentrer, disons. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sarah là-dessus. Il y avait d'ailleurs une question là, sur les personnes à mobilité réduite. Là. Dans les forums de discussion qu'on a fait, c'était des gens de tous les âges, là, mais en fait, à Candiac, on avait quand même des dames qui habitaient. En fait, il y a une résidence pour personnes âgées autonomes, par ailleurs, là, sur le trajet. Donc, certaines d'entre elles qui étaient très enthousiastes, qui avaient hâte qu'elles reviennent même, là, parce que là, elles n'étaient plus là quand on est allé. Et puis, ces gens-là nous ont parlé de l'opérateur de façon positive, mais je pense que, comme dit Sarah, il y a une certaine période d'adaptation qui n'est pas là. Mais même d'un point de vue technologique, hein, parce qu'à Candiac, l'opérateur a quand même été obligé de reprendre le contrôle aussi à certains moments, à Montréal aussi, de toute façon. Donc, la technologie n'est pas encore tout à fait au point pour qu'on s'en passe complètement, assurément. Mais visiblement, il y a un rôle multiple, comme on disait, où peut-être qu'à un moment donné, on n'en aura plus de besoin. Mais ultimement, nous, on avait une autre question sur, par exemple, est-ce que ça vous inquiète la perte d'emploi reliée aux véhicules autonomes? De façon générale, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la littérature sur les véhicules autonomes au complet, là, pas juste les navettes, parce qu'on a qu'à penser aux chauffeurs de bus. Est-ce qu'ils vont tous perdre leur emploi, par exemple? Puis c'est drôle parce que là, l'opérateur est revenu de ce côté-là aussi en disant, ben non, dans le fond, moi, je pense que même s'il ne conduit pas, il devrait avoir quelqu'un dans le bus. Puis peut-être que justement, ne serait-ce que pour des gens à mobilité réduite, ce dernier kilomètre-là où à Maisonneuve, on a quand même vu beaucoup de gens qui avaient un peu de difficulté difficulté motrice, pardon. Et puis, bon, je me souviens pas d'avoir vu l'opérateur aider des gens à embarquer, là, mais on pourrait y voir un rôle comme ça aussi, hein, assurément. À Candiac, les gens allaient au parc, c'est quand même 1 kilomètre et demi de marche. Ben, des fois, ils sont capables d'y aller, les personnes âgées, mais pour revenir, ils étaient contents d'avoir la navette, par exemple, t'sais. Sauf qu'après, honnêtement, il y a une autre chose qui
qui est très relié à ça, c'est justement la fiabilité du service ou d'avoir le temps d'attendre la navette finalement, parce que sinon, les gens, ils revenaient à pied, tu sais, ultimement. Fait que combiné ensemble, mais par rapport à ce rôle d'opérateur-là, je pense qu'on en a encore pour un petit bout, on va en avoir de besoin pour toutes sortes de raisons. Ouais, si je peux poursuivre, effectivement, pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes plus âgées pour qui c'est plus difficile de marcher une longue distance. C'est pas une si longue distance, 1 kilomètre, mais je veux dire, des gens jeunes et en forme n'ont pas de problème à le faire quand il fait beau, c'est juste agréable. Mais nous aussi, là, c'est pas dans le cadre du sondage, mais on s'est rendu à la navette au marché Maisonneuve, puis on a quand même croisé plusieurs personnes qui ont choisi de venir faire des emplettes au marché Maisonneuve parce que la navette était là puis que ça leur permettait de faire le trajet entre la station de métro et le marché qu'ils ne l'auraient pas fait autrement parce que c'est quand même une bonne marche, surtout quand tu reviens avec tes emplettes, effectivement. Puis ça répond à un besoin pour des gens plus âgés. Les gens plus jeunes, ça fait aussi partie de l'activité, à la limite de faire la petite marche entre la station de métro et le marché. Pour les gens plus âgés, bien, ça devenait possible d'aller faire ces emplettes-là. Très bien. Donc, on voit, là, si on bascule sur l'usage, on voit qu'il y a un usage pour les personnes à mobilité réduite, les personnes plus âgées. On a beaucoup parlé aussi finalement des marcheurs. Est-ce que la navette vient remplacer la marche? En tout cas, dans les expérimentations qu'on a eues à Candiac et à Montréal, on a vu qu'on avait une navette qui est plutôt lente. Donc, on rentre en concurrence avec la marche plus qu'avec des modes voiture, transport en commun. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un petit effet que j'appellerais effet trottinette, où on vient cannibaliser finalement la marche plus qu'être complémentaire avec d'autres modes ou d'autres services de transport collectif partagé? Bien, c'est sûr que dans le cadre de ces projets pilotes-là, quand on voit justement que la raison pour l'apprendre, c'est la curiosité, surtout, on est vraiment dans cet effet-là. Mais moi, je le vois comme un effet court terme. Je pense qu'il y a des avantages à ces navettes-là, ne serait-ce que pour les personnes qui ont des difficultés motrices, comme on disait tout à l'heure, là. Puis, ils ne sont pas tous âgés, hein. Une maman avec 2 jeunes enfants puis plein de sacs, elle peut être très contente de faire quelques coins de rue dans une navette comme ça. Par ailleurs, je pense que la filière du dernier kilomètre vers le transport collectif, ces 2 projets pilotes-là nous permettaient pas tant que ça de la tester, honnêtement, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'arrêts, on testait beaucoup de choses en même temps. Juste donner un exemple technique, là, anecdotique encore de terrain, la navette à Maisonneuve se retournait dans une ruelle où il y avait comme des herbes semi-hautes, là, tu sais, des herbes qui poussent entre l'asphalte. Et au début, en fait, elle arrêtait littéralement à toutes les brins d'herbe ou presque. Là. Fait que là, de faire le tour pour recontinuer son... Mais bon, c'est des adaptations de la technologie qui s'apprend. Donc, il y avait comme tellement de choses dans ce projet pilote-là que moi, sincèrement, je pense que ce volet-là du dernier kilomètre dans lequel je pense qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant, il n'a pas été assez testé, selon moi, dans ces 2-là, que ce n'était pas tant leur objectif non plus. Hein, ce n'est pas une critique des 2 projets loin de là. Donc, ça reste encore à faire, ça. L'acceptabilité sociale, on voit que, et dans ce que Trajectoire a fait, dans ce que nous, on a trouvé, la vitesse est un problème pour tout le monde. Et puis, l'idée étant, ça serait plutôt que les gens ne prennent pas leur voiture jusqu'au stationnement incitatif pour ceux qui sont à 1 kilomètre ou 2 kilomètres, mais qui prennent cette navette-là. Mais ça va impliquer peut-être moins d'arrêts et puis de l'amélioration de la techno, de l'amélioration de la vitesse un peu. Bon, après, ça ne va jamais aller à 40 km/h, c'est pas ça l'objectif, mais un bus pris dans le trafic à Montréal, ça va pas bien vite non plus, là, tu sais, donc il faut quand même remettre ça en perspective. Fait que dans ce sens-là, je te dirais oui pour l'instant à ta question, Antoine, mais je pense que c'est juste le début. En tout cas, j'espère que c'est juste le début de ces projets-là. Là. Je pourrais pas être plus d'accord avec tout ce qui a été dit. Là, c'est vraiment ça. Nous, on y croit que les navettes peuvent venir complémenter finalement puis résoudre des enjeux, celui du premier dernier kilomètre, mais les projets qui ont été mis en place, ils ne venaient pas tant répondre à ce besoin-là. Là. C'est pas ça qu'on a testé. Je ne sais pas à Candiac s'il y avait véritablement une volonté pour ça, parce qu'il y avait quand même le stationnement incitatif qui était là, mais puisqu'il ne se rendait pas au quartier résidentiel, ben là, qui on amène au stationnement incitatif, tu sais. C'est un peu ça. Mais j'ai l'impression que pour que les navettes autonomes viennent répondre à un besoin, il faut effectivement qu'elles puissent remplacer des trajets en voiture, pas des trajets à pied. Tu sais, le transport actif n'est pas un problème, donc on n'a pas à éliminer des usagers du transport actif. Tant mieux si on est complémentaire. S'il y a une journée parce qu'on a des choses à transporter, on embarque dans la navette, mais ce qu'on veut vraiment, c'est venir remplacer des courts trajets en voiture. C'est là où
les projets pilotes ne sont pas venus répondre à cet enjeu-là, mais pourraient le faire certainement s'il y a d'autres projets dans le futur, on espère. Oui, merci. Alors, il nous reste 5 minutes. J'essaie de prendre un maximum de questions. Il y avait une première question, enfin, une des questions, c'est on constate qu'il y a une bonne acceptabilité sociale des projets qu'on a pu avoir, ou même théorique sur la navette autonome. Est-ce qu'on aurait intérêt à accentuer le nombre de projets tout en conservant cette acceptabilité sociale, ou vaut mieux être prudent, avoir une cadence plus lente et développer les projets un à un? Est-ce que les études que vous avez pu mener, on pourrait répondre à cette question-là? Honnêtement, dans le cadre dans notre cadre mondial de lutte au changement climatique, de changement de mobilité, c'est sûr que moi, je vais pas vous dire de mettre le frein, hein. J'aimerais vraiment que ça aille plus vite, mais bon, je suis dans une catégorie potentiellement à part. Je crois, par ailleurs, qu'il faut en tout cas continuer, hein. C'est sûr que là, bon, la pandémie a mis sur pause beaucoup de choses, mais moi, je souhaite quand même qu'il y ait des nouveaux projets, qu'il y ait de l'amélioration des projets pilotes qui ont déjà eu lieu. Puis en effet, celui de Candiac, bon, celui de Maisonneuve, on était sur l'esplanade, on est sorti sur la rue. Celui de Candiac, peut-être qu'il y aurait des améliorations à faire au trajet, parce que moi, je trouvais intéressant l'idée au départ d'être en banlieue aussi, parce que justement, c'est là qu'on aura envie de tester quelque chose d'autre, une autre utilité pour ce type de navette. Donc, moi, je pense qu'on pourrait y aller encore, mais ça donne que la question de la sécurité, bon, là, ça a l'air assez positif, là, et dans nos travaux, dans les travaux de trajectoire, les perceptions de sécurité sont là encore, mais ça ne prendrait qu'un incident pour que tout ça tombe, là, hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc, l'acceptation de la technologie, là, c'est une courbe qui n'est pas linéaire. Donc, il faut continuer à être prudent dans les projets, mais peut-être dans la multiplication des projets. Mais bon, on le sait, vous avez eu les opérateurs plus tôt, là, il faut que la techno suive aussi, là, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une frange de la population qui est prête à les utiliser, puis c'est pas toujours la frange jeune techno, visiblement, parce que moi, si je me fie à toutes les personnes âgées à qui on a parlé, bon, c'est des petits échantillons, c'est un volet qualitatif, mais ils étaient tous bien excités d'essayer quelque chose de nouveau, là, donc il faut sortir un peu des sentiers battus, possiblement, puis je pense que dans ce sens-là, on pourrait, en tout cas, continuer, peut-être pas trop accélérer la cadence pour ne pas faire peur à personne, mais on faudrait définitivement continuer à voir ce que ça donne, là, assurément. Moi aussi, je suis de cet avis. Je pense qu'il ne faut surtout pas mettre le frein. Là, on l'a vu d'abord, le niveau de connaissance est assez faible, mais les gens sont quand même curieux, intéressés puis enclins à les utiliser. On a testé tellement de choses dans chacun des projets pilotes que si on continue d'en faire quelques-uns puis qu'on accélère un peu ça, bien là, on pourrait justement se pencher puis avoir des projets pilotes qui testent plus de la technologie, la cohabitation avec les divers usagers de la route, puis avoir des projets pilotes qui testent plus le besoin. On n'est pas obligé de tout tester partout. On pourrait avoir des projets qui sont plus complémentaires dans qu'est-ce qu'ils testent. Puis évidemment, bien là, la technologie, elle évolue rapidement, mais il faut qu'elle continue de suivre. Donc, tant mieux si on peut continuer d'avoir des projets pilotes puis accélérer ça. Et parmi les projets pilotes suggérés dans les questions, on en a un qui est potentiellement dans un quartier résidentiel fortement densifié. Est-ce que ça aurait un sens de faire ça? Il y a une autre suggestion qui est là plus sur l'utilisation pour de la livraison de colis. Est-ce que vos études pourraient permettre d'orienter les futurs projets pilotes, si ce n'est qu'on ferait tester différents cas? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ben, pour nous, il faut que les projets pilotes ils soient où il y a un besoin de déplacement. Si on veut gagner, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de se déplacer du point d'origine au point de destination. Ça peut effectivement être un quartier résidentiel vers un point de transport collectif. Il y a des innovations qui ont été faites en transport collectif dans les dernières années, du taxi à la demande. Bon, ben, est-ce qu'un service de taxi à la demande pourrait être remplacé par un circuit de navette autonome? On pense aussi au parc industriel où c'est difficile à desservir en transport collectif. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une navette qui fait la boucle et qui rabat vers du transport? Bon, là, j'ai plus de lumière avec
C'est OK. Désolée. C'est revenu. Voilà. Pardon. Mais oui, les parcs industriels pourraient être un endroit où on pourrait venir tester, voir si les travailleurs embarqueraient dans la navette plutôt que de se rendre en voiture, parce que souvent, c'est mal desservi par le transport collectif. Donc, il y a quand même des endroits où on pourrait venir tester, mais il faut que ça parte du besoin des usagers plutôt que du besoin de déplacement plutôt que d'un test de technologie. Ouais. Dans les questions, il y a beaucoup de réflexions de ce type-là, disant qu'il faut quand même se concentrer sur l'usage d'abord, vu les enjeux autour de l'opérateur conducteur et de son absence. Il y a des enjeux économiques, sécuritaires bien sûr, il y a un certain nombre de trajets qu'on peut faire avec une navette classique, on va dire, pour confirmer l'usage. Et puis après, on pourra se projeter sur s'il y a un vrai usage, qu'est-ce que la navette autonome apporterait. En plus, on arrive à la fin de ce panel. Je me permets d'ouvrir une dernière question. Est-ce que Marie-Soleil, Sarah, est-ce que vous avez un mot de conclusion ou un souhait pour les prochaines études, les prochaines expérimentations qui pourraient arriver l'année prochaine? En fait, je pense qu'on a déjà parlé de plein d'idées qu'on a, là, assurément. Moi, je pense que ce qui est intéressant avec cette technologie-là, puis les véhicules autonomes de façon générale, là, pour une fille de sécurité routière, c'est quand même hyper intéressant. C'est clair qu'il ne faut pas lâcher le morceau, en tout cas, tout de suite. Je ne pense pas que ça soit l'objectif de personne ici, là, mais je pense qu'en effet, on peut pousser ces technos-là parce que ça a plein de points positifs d'un point de vue pollution de l'air, pollution du bruit, inclusion dans les transports, etc. Donc, je pense que, comme l'a dit Sarah, plus de projets pour tester des choses uniques dans chacun d'entre eux serait quelque chose de vraiment intéressant, mais c'est clair que l'acceptabilité sociale semble être là, semble vouloir nous suivre là-dedans, nous étant le nous collectif ici. Je pense qu'il faut continuer de voir qu'est-ce que ça va donner, en fait, assurément. Merci. Tout à fait. En fait, un peu la même chose. Les gens connaissent peu, les navettes connaissent peu la technologie, mais ils sont curieux, ils sont prêts à embarquer. Fait qu'il faut leur en donner. Si on veut que ça marche, dans le fond, il faut bâtir sur cette volonté-là de tester les navettes puis ce désir-là d'embarquer. Nous aussi, c'est ressorti très fortement que le fait que ce soit des véhicules non polluants intéressait les gens. Donc, il y a certainement moyen de bâtir là-dessus si on continue d'avoir des projets pilotes qui sont développés en fonction des besoins de déplacement des gens. Merci beaucoup. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Et là, on aurait pu continuer à parler. Il y avait encore quelques questions. Mais Marie-Soleil, Sarah, un grand merci pour votre contribution aujourd'hui. Puis je remercie également Propulsion Québec, Romain et toute l'équipe pour toute l'organisation. À tous les participants également, merci d'avoir écouté et posé des questions. Je vous propose de se retrouver demain, c'est-à-dire que le forum est terminé pour aujourd'hui. On a fait les 3 panels, mais il y a encore 2 panels demain. Le premier à 13h10 qui portera sur les prochaines étapes, la transition vers une mobilité en faisant place à ces navettes autonomes. Et puis à 14h30, là, on abordera plus des questions technologiques et justement quelle va être l'évolution de la technologie demain, en commençant par ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite du forum. Merci à tous.